Un colis poussiéreux. Pas de nom, pas d'expéditeur, mais une vérité cachée. Bienvenue chez Détective Eterno, je suis votre hôte Arthur. Dites-moi où, dans le monde, vous résolvez les mystères d'aujourd'hui. La lecture de vos commentaires donne vie à cette histoire. Commençons. Le jardin de l'église Sainte-Edwige, avec ses bordures de lavande et ses bancs de pierre couverts de mousse, n'avait pas connu une telle animation depuis le jubilé d'argent de la reine. L'occasion était la fête d'été annuelle, une tradition chère au paisible village de Crowthorne Chase. Des matrones âgées en robes à fleurs disposaient des éponges Victoria sous des chapiteaux jonchés de guirlandes, tandis que le vicaire jugeait le concours de confiture avec la solennité d'un évêque à la communion. Les enfants couraient entre les stalles, les doigts collants et les joues rouges, et la fanfare locale chantait en sifflant une interprétation de Jérusalem. Parmi la foule était assise Miss Jane Marple, confortablement installée dans un fauteuil en osier près de la tente à thé, ses gants de dentelle repliés sur ses genoux et un petit verre de sirop de sureau à ses côtés. Elle semblait l'image même du contentement distingué, et pourtant ses yeux bleu pâle parcouraient l'assemblée avec leur attention habituelle, silencieuse et pénétrante. Il était un peu plus de 15 heures lorsque l'incident se produisit. Curieusement, il commença par un colis. Rien de sinistre, du moins à première vue. Enveloppé de papier kraft et relié avec une simple ficelle, il reposait sur la table des dons pour le bazar de l'église, non réclamé, sans étiquette et parfaitement ordinaire. Madame Winifred Carroway, corpulente et zélée, l'avait remarqué en réorganisant le bric-à-brac entre deux services. D'où cela sort-il donc? Souffla-t-elle en le soulevant et en le secouant doucement. Pas de carte, pas d'étiquette. Hunter. Peut-être que quelqu'un voulait un cadeau, s'aventura-t-elle vers la femme du pasteur, le sourire hésitant. Mais la question du colis fut vite éclipsée. Quelques minutes plus tard, alors que la foule était à mi-chemin du concours de scone, un cri déchira l'air estival. Il venait de Madame Violet Everly, la bibliothécaire locale, qui était allée derrière le treillis de rosiers chercher une chaise pliante. Elle en sortit en titubant, pâle et haletante, une main sur la bouche. Voilà un homme mort. Derrière la salle paroissiale, je crois qu'il est passé. Le reste se perd dans une rafale de halètements, de tasses de thé renversées et du cliquetis pressant des chaussures à talons sur le gravier. Miss Marple n'y cria pas. Elle se leva lentement, stabilisa son sac et se dirigea vers la foule grandissante avec un air de douce inquiétude et de profond calcul. Quelque chose dans le tremblement de la voix de Madame Everly, le curieux timing du cri, et oui, ce colis disparu, commençait déjà à se former dans son esprit. Derrière la salle paroissiale, parmi les mauvaises herbes et les bacs à compost, gisait le corps d'un homme inconnu de la plupart des habitants du village. Il portait un costume gris clair et ses cheveux, autrefois soigneusement séparés, étaient maintenant tachés de sang à la tempe. Une légère entaille sur sa joue suggérait une bagarre, mais il n'y avait ni arme, ni identification. Seul un mince morceau de papier plié dépassant de sa poche de poitrine était visible aux yeux perçants de Miss Marple, avant que l'agent Rowntree n'intervienne rapidement et ne boucle la scène avec son habituel mélange de diligence et d'agitation. « Reculez, s'il vous plaît. C'est une affaire de police, déclara-t-il, tandis que les villageois continuaient de l'observer avec une curiosité décomplexée. Miss Marple reporta son regard sur le colis posé sur la table des dons. Il était toujours là, toujours non réclamé. En attrapant son mouchoir, une habitude plus qu'une nécessité. Elle murmura, plus pour elle-même que pour quiconque aux alentours, curieuse. Très curieuse, en effet. Et, d'un seul coup, la paix de Crowthorne Chase s'effrita. Une mort en plein jour, un colis sans expéditeur, et un léger parfum de secret dans la brise d'été. Lorsque le soleil se coucha derrière le clocher de Sainte-Edwige, projetant ses longs doigts dorés sur le cimetière, la nouvelle du mort avait pris une ampleur inédite. Bien que l'agent Rowntree ait fait de son mieux pour tenir les villageois à distance, les habitants de Crowthorne Chase n'étaient pas du genre à se laisser dissuader par des barrières polies et des voies fermées. Un meurtre?
ou du moins une mort suspecte, était bien trop rare et tentant pour être ignoré. À l'intérieur de la tente à thé, l'air était chargé d'un parfum de bergamote et de spéculation. Les tasses en porcelaine cliquant, les cuillères teintées dans les soucoupes, et des murmures filaient à travers les banderoles comme des feuilles d'automne à travers une haie. Miss Marple, ayant repris sa place, sirotait son thé tiède avec l'air de quelqu'un qui tolère le chaos. Autour d'elle, les villageoises se rassemblent en groupes serrés, leur voix exprimant une excitation à peine contenue. « Effondrée, dites-vous, comme ça ?» demanda Madame Thelma Pratt, la femme du boucher, les joues rouges de curiosité. « Eh bien, je suppose que la chaleur l'avait peut-être eue. Il n'avait peut-être pas l'air d'un étranger du coin. »« Étranger ?» grogna Agnès Simpkin, qui tenait la papeterie et se targuait de connaître les affaires de tout le monde. Il portait un costume londonien. Un citadin, assurément. Banquier, peut-être. On le voit toujours avec des chaussures. Du cuir italien, j'ai remarqué. Du sang sur la tête, cependant, ajouta la femme du pasteur, l'air à moitié désolé. Un coup de chaleur ne provoque sûrement pas de saignement, n'est-ce pas? Miss Marple, sans lever les yeux de sa tasse de thé, dit doucement, pas habituellement, à moins de s'évanouir sur quelque chose de terriblement dur et pointu. Sa voix était douce, presque noyée sous le flot des bavardages, pourtant ceux qui l'entouraient s'arrêtèrent et clignèrent des yeux. Madame Pratt, qui avait souvent sous-estimé les réflexions discrètes de Mademoiselle Marple, renifla et parut vaguement confuse. Pourtant, dit Agnès, s'habituant à sa théorie, tout cela est plutôt suspect. On ne finit pas mort derrière une salle paroissiale sans raison. Il devait rencontrer quelqu'un, ou se cacher, ou les deux. C'était une observation, aussi spectaculaire soit-elle, qui avait commencé à faire des vagues dans le village avant même l'arrivée de la police. Pourquoi cet inconnu, non invité, était-il venu à la fête? Personne ne semblait se souvenir de l'avoir vu parmi les étals, à la tombola, ni même dans la file d'attente pour la limonade. C'était comme s'il était apparu uniquement pour mourir. Mademoiselle Marple, pour sa part, trouvait frappant que personne n'ait remarqué l'homme avant sa mort. Mais elle trouvait autre chose encore plus troublant, à savoir ce colis non réclamé sur la table des dons. Il avait disparu. Elle avait remarqué son absence dès son retour à sa place. La forme recouverte de papier kraft, auparavant coincée entre un jeu d'échecs cabossé et un grille-pain non désiré, avait disparu, sans bruit, sans annonce. Personne n'avait prétendu l'avoir déplacée, et pourtant elle avait disparu. Miss Marple avait demandé à une bénévole de l'église qui passait, la jeune Molly Withers, qui venait d'aider au stand de gâteaux. Oh, ce paquet? Molly avait froncé les sourcils, le front légèrement plissé. Je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait pris, mais j'étais allé aider maman pendant la tombola, et à mon retour, il avait disparu. J'avais simplement supposé que quelqu'un l'avait réclamé. Pourtant, personne ne l'avait fait. Et dans un village comme Croton-Chase, cela signifiait quelque chose. Alors que le soleil disparaissait et que le crépuscule s'étalait doucement sur les haies, la police fit son entrée. L'inspecteur Alec Grave arrive du commissariat du comté, un homme grand et sobre d'une quarantaine d'années, l'air sérieux et détestant toute ingérence. Il interrogea d'abord Madame Everly, lui racontant attentivement son récit de la découverte du corps. Ses nerfs, toujours à vif, étaient maintenant comme du verre filé. Je n'étais pas retourné chercher les chaises pliantes, répéta T.L. pour la troisième fois, les yeux écarquillés et tremblants. Il n'y avait personne d'autre. Et puis je le vis allongé là. Je crus d'abord qu'il dormait. Mais ensuite, je vis le sang. Oh, c'était horrible. L'inspecteur Grave hocha la tête, griffonna dans son carnet et envoya un agent vérifier la présence de caméras de surveillance dans la salle voisine, bien que Mademoiselle Marple sache que cela ne servirait à rien. Le vieux bâtiment paroissial n'avait jamais été modernisé et la seule caméra fonctionnelle était braquée sur l'entrée principale et non sur la cour latérale où l'homme avait été retrouvé. À 19 heures, le corps avait été enlevé, la fête discrètement démantelée, et la plupart des villageois étaient rentrés chez eux, mais aucun n'avait repris ses habitudes.
Les rideaux tremblaient. Les fenêtres restèrent ouvertes juste assez longtemps pour que les ragots se propagent d'une maison à l'autre. Au 12 High Street, Madame Winifred Carroway raconta à son mari à voix basse qu'elle avait entendu dire que l'homme était un avocat londonien venu à Crowthorne Chase pour des raisons juridiques. À Orchard View, Agnès Simpkin était certaine qu'il était lié à la nouvelle femme qui avait récemment emménagé dans la vieille maison du tailleur de pierre, bien qu'elle n'ait aucune preuve à l'appui. Au Red Fox Inn, 3 habitants s'accordèrent bruyamment, autour de pintes, à dire que l'homme devait faire chanter quelqu'un et qu'il verrait probablement d'autres corps d'ici la fin de la semaine. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple rentrait seule chez elle sous le ciel qui s'assombrissait, son sac à tricot se balançant doucement à ses côtés. Les oiseaux s'étaient tus, l'air s'était légèrement rafraîchi, et ses pensées s'étaient lentement et prudemment tournées. Elle avait remarqué plusieurs choses qui ne correspondaient pas à la mort d'un inconnu dans la cour latérale de l'église, un colis disparu sans explication, et la faible mais indubitable lueur de reconnaissance qu'elle avait vue passer sur le visage de Madame Carroway lors de la découverte du corps. Ni chagrin, ni choc, mais autre chose. De l'inquiétude, peut-être, ou de la culpabilité. Le lendemain matin, le village se réveilla avec une gueule de bois. La police n'avait pas révélé l'identité de l'homme, et l'inspecteur Grave était rentré au poste, laissant l'agent Rowntree maintenir l'ordre et marmonner de vagues instructions pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais le village était déjà en émoi et l'émoi s'accentuait d'heure en heure. Miss Marple reçut son courrier du matin avec un sourire poli, salua le laitier et prépara une théière de son thé de Ceylan le plus fort. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle sortit son carnet. C'était un vieux carnet, relié en cuir rouge délavé, et il portait les colonnes nettes et les inscriptions codées d'une femme qui avait élevé l'observation silencieuse à l'art. Dans la marge de gauche, elle écrit « Homme non identifié. Fête, dimanche, vers 15h05, blessure à la tête. » En dessous, le colis disparu. Pas d'étiquette. Personne n'avoue être au courant. Puis l'expression inhabituelle de Madame Carroway. Pas un choc. Surprise. Reconnaissance. Elle marque une longue pause, la plume en l'air. Puis, délibérément, elle ajouta une autre ligne. Trop commode, une foule de fêtards. Qui aurait planifié un meurtre à une heure aussi visible, à moins que ce ne soit pas prévu? Devant sa fenêtre, le village résonnait au sifflet du facteur, aux aboiements d'un terrier et au claquement des sabots de la jument du vieux docteur Elbridge, en route pour le cabinet médical. Crowthorne Chase demeurait charmante et pittoresque, mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas se fier aux apparences. Sous chaque haie d'hortensia et chaque fenêtre aux rideaux de dentelle, des secrets se cachaient. Et quelqu'un au village, quelqu'un tout près, venait de tuer un homme et prenait grand soin de faire croire que ce n'était pas ce qu'il était. La question était maintenant, qui savait quoi? Et que contenait ce colis non réclamé? Le lendemain matin de la fête, le ciel était clair et lumineux, avec un ciel si bleu et si serein qu'il semblait se moquer de l'anxiété sous-jacente qui avait saisi Crowthorne Chase. Les oiseaux gazouillent joyeusement dans les haies, les roses du jardin de Mademoiselle Templeton s'épanouissent avec une profusion enviable, et l'odeur du pain frais flottait depuis la boulangerie de la Grande Rue. Mais sous ce charme de carte postale se cachait un malaise profond, comme si le village lui-même avait retenu son souffle, incertain de la suite. Mademoiselle Marple avait toujours cru que la véritable valeur d'un village ne se mesurait pas aux fêtes, mais au silence qui suivait un scandale. C'est dans ces heures plus calmes, à la queue à la poste, au comptoir du primeur, ou pendant le pliage des livres de cantiques après la prière du matin, que vérité, demi-vérité et fiction pure et simple commencèrent à émerger de la manière la plus révélatrice. Elle choisit de faire ses courses plus tôt que d'habitude ce jour-là, partant avec son panier en osier et son habituel clin d'œil à la météo. En passant devant le presbytère, elle aperçut Madame Everly qui traversait la rue, l'air distrait et les yeux légèrement gonflés. La pauvre femme n'avait sans doute pas bien dormi. Être témoin d'une mort subite et inexpliquée avait tendance à ébranler même les tempéraments les plus stables,
et Miss Marple savait que les nerfs de Madame Everly n'étaient pas réputés pour leur courage. Chez l'épicier, les murmures commençaient déjà à s'amplifier. J'ai entendu dire par Eileen, qui avait parlé à sa sœur d'Upper Marchford, que le mort était peut-être un détective privé, murmura Dorothy Moore en pesant un quart de sucre d'orge. Un détective, s'exclama Madame Porter, serrant un sac de farine contre sa poitrine généreuse. Oh, vous croyez que quelqu'un l'a engagé? Ce serait bien intentionné, que quelqu'un ait quelque chose à cacher. Miss Marple n'intervint pas. Elle ne le fait jamais. Au lieu de cela, elle choisit une modeste botte de céleri, écoutant le timbre et le phrasé de chaque remarque. Les ragots à Crowthorne Chase étaient comme de la crème. Les plus riches montaient à la surface, mais il fallait toujours séparer l'écume de la substance. Lorsqu'elle arriva à la boulangerie, l'histoire avait encore évolué. Apparemment, il avait été aperçu en train de se disputer avec quelqu'un derrière le stand de gâteaux d'I.M. Blake, le boulanger, les mains encore couvertes de farine. Un grand gaillard en manteau sombre. Mais qui porte un manteau par ce temps-là, je l'ignore. Il ne portait pas de manteau quand on l'a trouvé, dit doucement Miss Marple en posant une pièce de 6 pence sur le comptoir pour son habituel petit pain au raisin. Monsieur Blake cligna des yeux. Oh non, je suppose que non. Enfin, peut-être l'avait-il enlevé avant la bagarre. Le mensonge, pensa Miss Marple à voix basse, ne résidait pas dans les détails, mais dans l'urgence de l'invention. On se précipitait pour combler le vide laissé par ce mystère. Et plus les théories étaient élaborées, plus on était sûr que quelqu'un cachait quelque chose de très simple, de très important. Devant la boulangerie, elle croisa Molly Withers, la bénévole de la fête, qui se débattait maintenant avec 2 sacs de course et un chapeau à large bord qui s'était dégonflé au vent. « Miss Marple, oh, mon Dieu, je pensais que tu serais à l'aise avec des mots croisés ou quelque chose comme ça. Toute cette histoire est un sacré scandale, n'est-ce pas? » « Tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Mais je n'ai jamais vraiment aimé les mots croisés. Ils ne reposent que sur une seule réponse. La vie est rarement aussi rangée. » Molly rit, un peu nerveusement, et ajusta le sac sur son bras. « Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un soit mort. Je veux dire, juste là, à la fête. Tu crois que c'était un meurtre? » Le ton de Miss Marple reste doux. « Eh bien, quand un homme est retrouvé mort avec une blessure à la tête et que personne ne sait qui il faut au moins envisager cette possibilité. » L'expression de Molly vacilla. Miss Marple l'observa attentivement, remarquant les légers cernes sous ses yeux et la façon dont ses doigts jouaient avec la bandoulière de son sac à main. « Molly, ma chère, dit-elle de son ton le plus aimable, tu as mentionné hier avoir laissé la table des dons sans surveillance pendant un certain temps pendant la tombola. As-tu vu quelqu'un près de la table avant de t'éloigner? » Molly fronça les sourcils. « Non, je ne crois pas. Enfin, il y avait du monde. Mais je ne me souviens pas que quiconque y ait prêté attention. Et pourtant, le colis avait disparu à votre retour. »« Oui, » acquiesça Molly en se mordant la lèvre. « Je n'y avais pas vraiment pensé sur le moment. Il se passait tellement de choses. Des gens qui criaient, la police qui arrivait, j'imagine qu'il aurait pu être pris quand j'avais le dos tourné. »« Bien sûr, » dit doucement Miss Marple. « Ce sont des choses qui arrivent. » Mais intérieurement, elle en était moins sûre. Les choses ne disparaissaient pas comme ça à Crowthorne Chase, pas sans que quelqu'un ne les prenne. Cet après-midi-là, alors que les nuages commençaient à se former à l'horizon, l'inspecteur Grave retourna au village. Il arriva seul cette fois, dans une voiture de ville sombre, et rendit une discrète visite au presbytère. De la fenêtre de son salon, Miss Marple remarqua son arrivée avec un intérêt discret. Peu après, l'inspecteur apparut à sa porte. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il poliment, sa casquette sous le bras. « Puis-je vous déranger quelques minutes? »« Bien sûr, inspecteur, » répondit-elle en l'invitant à entrer avec son hospitalité habituelle. « Asseyez-vous. Je crois que le thé est encore chaud. » Il accepta, quoique avec raideur. Grave n'était pas homme à plaisanter, même s'il avait le bon sens de respecter l'intelligence modeste de Miss Marple.
J'ai cru comprendre que vous étiez présent à la fête lorsque le corps a été découvert, commença-t-il en sortant un petit carnet de la poche de son manteau. Comme la plupart des habitants du village, dit Miss Marple d'un ton léger. Mais oui, j'étais près de la tente à thé quand j'ai entendu Madame Everly s'écrier. Vous ne connaissiez pas le défunt? Non. Je suis fier de connaître la plupart des habitants de ce village, inspecteur. Cet homme m'était inconnu. Même si je crois que Madame Carrowell a peut-être reconnu, elle semblait troublée d'une manière qui me parut plus qu'un simple choc. Grave leva brusquement les yeux. A-t-elle dit quelque chose? Non, dit Miss Marple d'une voix sereine. Mais bon, certains d'entre nous parlent plus que des mots, n'est-ce pas? L'inspecteur émet un son vague et griffonna quelque chose dans son carnet. Nous essayons de retrouver l'identité de cet homme, continua-t-il. Pas de portefeuille, pas de papier. Juste un bout de papier avec le nom Sébarrault et un numéro de téléphone. Nous enquêtons là-dessus. Il y a aussi l'affaire d'un colis disparu. Auriez-vous des nouvelles? Miss Marple secoua la tête. Sauf qu'il était là un instant et disparut l'instant d'après. Un peu comme l'homme lui-même. Il la regarda longuement, puis referma son carnet. Si vous vous souvenez d'autre chose, dit-il, faites-moi savoir. Toujours, sourit-elle. Après son départ, Miss Marple resta à sa fenêtre et regarda l'inspecteur s'éloigner, sa silhouette se ramenant tandis que la voiture contournait la place du village. Sébarrault. Ce n'était pas un nom qu'elle reconnaissait. Mais le fait qu'un nom ait été trouvé sur l'homme, juste un, écrit sur un bout de papier, avec un numéro et aucune explication signifiait quelque chose. Elle était certaine que l'inspecteur suivrait la piste. Il était compétent, à sa manière. Mais Miss Marple ne cherchait pas un nom. Elle cherchait à comprendre la façon dont les gens se déplaçaient, ce qu'ils disaient quand ils n'en avaient pas besoin, et ce qu'ils évitaient complètement. Quelqu'un avait connu cet homme. Quelqu'un avait pris ce colis. Et quelqu'un, elle en était certaine, était sur le point de commettre une nouvelle erreur. Le lendemain matin, l'inspecteur Grave avait posté un jeune agent devant la salle paroissiale, plus pour le spectacle que par nécessité. Le terrain de la fête avait retrouvé son calme habituel, marqué seulement par quelques brins de guirlandes flottant au vent et une caisse renversée où quelqu'un avait oublié de ranger. Le lieu de l'effervescence de la veille était désormais silencieux, à l'exception des murmures qui continuaient de résonner dans Crowthorne Chase comme des ondulations sur un étang après un jet de pierre. Miss Marple avait appris depuis longtemps que la suspicion ne s'installe jamais bien longtemps dans un village. Elle voletait, tel un moineau agité, d'un perchoir à l'autre, toujours à la recherche du point d'atterrissage le plus commode. Et comme prévu, elle trouva bientôt son premier foyer. À 11 heures précises ce matin-là, Madame Winifred Carroway est aperçue à la poste, en train d'envoyer un télégramme, une activité plutôt curieuse à l'ère du téléphone. Son message était bref, mais sa visite ne l'était pas. Elle s'attarda quelques minutes, parlant à voix basse avec la receveuse, Madame Elkin, avant de partir, si agitée qu'elle en laissa tomber ses gants. À 1 heure, 3 foyers différents étaient arrivés à la même conclusion. Madame Carroway connaissait le défunt. Peut-être plus que moi. Peut-être avait-elle des raisons de le craindre. Agnès Simpkin était celle qui le disait le plus ouvertement. Eh bien, je me souviens très bien que Winifred agissait bizarrement juste après le cri, déclara-t-elle à un petit groupe devant sa boutique. Elle devint blanche, pas pâle, remarquée, blanche comme un fantôme. Et elle marmonna quelque chose. J'étais trop loin pour bien l'entendre, mais ce n'était pas une prière, je peux vous le dire. J'ai entendu dire qu'elle avait été fiancée avant d'épouser M. Carroway, dit Ruth Tillman, dont l'habitude de collectionner des histoires rivalisait avec celle de n'importe quelle bibliothèque. Un gentleman de Londres. Il a rompu assez brusquement. Il s'est enfui au Canada, je crois. Peut-être était-ce lui, ce mort. La théorie fait rapidement son chemin. Madame Carroway avait toujours été une femme d'une bienséance rigoureuse, jamais en retard à l'église, jamais sans son chapeau, et jamais connue pour manifester une émotion autre qu'une légère irritation lorsqu'elle manquait des vers de cantique. Si elle avait un secret,
L'idée qu'il ait suivi à la fête et ait connu une fin sanglante derrière la salle paroissiale était irrésistible pour l'imagination des villageois. L'inspecteur Grave, lui aussi, avait commencé à percevoir les soupçons du village. Cet après-midi-là, il arriva chez les Carroway et mena ce qu'il appelait une enquête de routine. Les stores se fendirent, comme c'est souvent le cas en pareil cas, et en moins d'une heure, on sut que Madame Carroway connaissait le défunt. Seulement, elle prétendit ne pas le connaître sous ce nom. Miss Marple apprit tout cela non pas de l'inspecteur, trop convenable pour se confier à un civil, mais lors de sa promenade quotidienne avec le révérend Dobb. Le vicaire, toujours confiant et peu discret, avait mentionné par-dessus son épaule, lors de leur promenade dans le jardin du presbytère, que l'inspecteur s'intéressait plutôt au passé de Winifred Carroway. Je l'ai toujours trouvé un peu raide, mais rien de criminel, assurément, dit-il en scrutant un rosier qui commençait à flétrir. Mais on ne sait jamais vraiment. Les gens portent plus que des sacs de course, n'est-ce pas? Répondit Miss Marple en resserrant un peu son châle. Certains portent de vieux regrets, d'autres des ressentiments, mais la plupart portent des secrets. Le révérend Dobb émit un petit murmure d'approbation et retourna à ses roses. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait les cottages de longues ombres dorées, Miss Marple s'assit dans son salon et ouvrit à nouveau son carnet. Elle tourna une nouvelle page et écrivit de sa main soignée. Suspect à Winifred Carroway, victime reconnue. Réaction à la scène, pas un choc habituel. Ancien engagement à Londres. Confirmer. Télégramme à qui? Contenu inconnu. Pourquoi ne pas manifester? Peur? Honte? Culpabilité? Elle ferma le livre et attrapa son tricot. Elle réfléchissait mieux quand ses mains étaient occupées et que son esprit se laissait vagabonder. Alors qu'elle montait une nouvelle rangée de mailles, ses pensées passèrent de Madame Carroway à l'autre présence curieuse à la fête, Monsieur Gordon Raskin. Monsieur Raskin n'était au village que depuis 4 mois. Un fonctionnaire à la retraite, disait-il, qui avait élu domicile dans l'école reconvertie à la sortie du village. Il était affable d'une manière vague, les yeux larmoyants et une moustache qui semblait se contracter indépendamment de son visage. Miss Marple l'avait observé de temps en temps à la bibliothèque, lisant toujours les journaux de la semaine précédente et regardant toujours plus qu'il ne lisait. À la fête, il s'était posté près du cocotier et y était resté plus d'1 heure. Il n'avait parlé à personne. Cela n'avait rien de rédhibitoire en soi, mais son intérêt pour le paysage et son absence de but visible avaient semblé étranges à Miss Marple. Le lendemain, elle avait tenu à se rendre à la bibliothèque sous prétexte de rendre un mince ouvrage sur les nuisibles du jardin. Là, comme elle l'avait deviné, se trouvait M. Raskin, assis à sa place habituelle près de la fenêtre, cette fois penché sur un vieux Times. M. Raskin le salua d'un ton doux, presque grand-mère. « J'espère que je ne vous dérange pas ?» Il leva vivement les yeux. « Oh, pas du tout, Miss Marple, pas du tout. Je lisais juste les nécrologies. Il faut bien garder le cap sur sa génération, hein ?» Elle sourit, sans faire de commentaire. « J'imagine que le village s'agite encore autour du pauvre homme disparu ?» ajouta-t-il en essayant d'adopter un ton neutre. « C'est vrai, » répondit-elle. « On ne s'attend jamais à une telle chose lors d'une fête religieuse. » Il hocha lentement la tête, puis dit quelque chose qui lui parut d'une précision inhabituelle. Et dire que c'était juste derrière le hall, hors de vue, mais pas hors d'ouïe. Un choix plutôt astucieux, en vérité. Miss Marple resta silencieuse un instant, puis demanda doucement. « Vous étiez à la fête depuis un moment, je crois ?» Il cligna des yeux. « Oh, oui, bien sûr. Une belle journée pour ça. Mais je dois avouer que le soleil ne m'a pas été favorable. Je suis parti avant que tout cela n'arrive. »« Ah » dit Miss Marple d'un ton doux. « Étrange, n'est-ce pas, que tout le monde se souvienne si précisément d'être parti juste avant que les ennuis ne commencent. » Il rit doucement, même si cela manquait de légèreté. « Oui, eh bien, on déteste se laisser entraîner dans des désagréments. » Plus tard, en traversant le village, Miss Marple songea à la fréquence à laquelle les tueurs comptaient sur le beau temps, la foule et des délais flous.
La fête avait offert le camouflage parfait. Mais le camouflage, comme la peinture fraîche, finit par s'estomper. Lorsqu'elle rentra chez elle, le soleil commençait à se coucher et l'air sentait le chèvrefeuille et une autre odeur d'anticipation. Le village avait désigné son premier suspect et la police avait commencé à mordre à l'hameçon. Mais Miss Marple n'en était pas si sûre. Madame Carroway connaissait peut-être le défunt. Monsieur Raskin était peut-être resté trop longtemps dans l'ombre. Mais un meurtre, un véritable meurtre, exige plus qu'une occasion. Il exige un mobile, de l'émotion ou du désespoir. Il exige quelque chose de profondément humain. Et mademoiselle Marple savait que si elle attendait suffisamment longtemps, quelqu'un à Crowthorne Chase le lui montrerait. Le lendemain, l'aube était humide et grise, avec cette bruine qui brouille les contours. C'était un mardi, ce qui, à Crowthorne Chase, signifiait jour de marché, et la place se remplissait déjà d'étals vendant des œufs, des confitures, des rubans et des outils de jardinage. Le rythme habituel de la vie du village continuait comme si de rien n'était, mais au fond, la question du défunt couvait encore. Mademoiselle Marple, qui ne se laissait jamais décourager par le temps, enfila ses galoches et prit son parapluie. Un vieux parapluie aux manches en ivoire sculpté qui émettait un curieux grincement à l'ouverture. Elle n'avait aucune course particulière à faire, mais avait toujours cru qu'il était important d'être visible en période de trouble au village. Les gens parlaient plus librement lorsqu'ils vous voyaient comme un élément du paysage. Comme elle s'y attendait, la conversation restait centrée sur la fête et le meurtre. Les théories s'échangent comme des recettes de confiture, certaines sucrées, la plupart trop cuites. Malgré cela, Miss Marple écoutait attentivement, débusquant les incohérences, les hésitations, voire l'excès de détails. Les mensonges se parlaient souvent de garnitures élaborées. Elle parcourait le stand de conserve lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans une caisse près des tartelettes à la mélasse. Un simple emballage en papier kraft, soigneusement plié et ficelé. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre paquet, peut-être une livraison de biscuits ou un emballage réutilisé, mais quelque chose dans la ficelle la fit s'arrêter. Il était noué avec un nœud coulant, le même style que celui souvent utilisé pour les liasses postales. Miss Marple, qui avait passé une brève mais instructive période comme bénévole au bureau de tri du village de son cousin pendant la guerre, le reconnut instantanément. La plupart des gens nous la ficellent au hasard, mais c'était délibéré, pratiqué. « Excusez-moi, dit-elle doucement à la commerçante, une femme au visage rond nommée Betty Delbridge. Puis-je vous demander d'où vient ce colis ?» Betty s'essuya les mains sur son tablier. « Ah, celui-là? C'est drôle que vous posiez la question. Un homme l'a déposé ce matin à la première heure. Il a dit que c'était un don pour l'Église, mais pourquoi l'a-t-il laissé ici et pas au presbytère? Je ne saurais le dire. J'étais trop occupé à tout installer pour discuter. Un homme? Oui, assez grand, un peu voûté. Il portait une casquette sur le visage. Il semblait pressé. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le paquet. Elle ne l'avait pas encore touché. Et vous ne l'avez pas reconnu? Betty secoua la tête. Non, mais il avait un air londonien. Vous savez, il marchait vite. Il n'a pas dit son nom. Quelle curiosité, murmura Miss Marple. Cela vous dérangerait-il terriblement si je demandais au pasteur d'y jeter un coup d'œil? Bien sûr que non. Je le garde ici jusqu'à ce que vous envoyiez quelqu'un le chercher. Miss Marple la remercia et continua son chemin à travers le marché, l'esprit plus alerte que jamais. L'emballage n'était pas identique au colis manquant de la fête, légèrement froissé, comme préparé à la hâte, mais il y ressemblait assez. Et le moment était étrange. Le lendemain même où les soupçons se portèrent sur Madame Carroway, quelqu'un apporta anonymement un colis lié à l'église, mais sans se présenter. Elle se rendit sans tarder au presbytère. Le révérend Dobb, toujours obligé, accepta de récupérer le colis immédiatement et de l'examiner à la sacristie. Miss Marple l'accompagna, assise poliment sur l'un des bancs de bois froid, tandis qu'il déballait la ficelle avec la précaution d'un homme désamorçant une bombe. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir, usé au coin.
Pas de titre sur la couverture. Pas de notes. Juste le livre et une légère odeur de tabac. Le révérend Dobb l'ouvrit. Grand Dieu, Marmonitil, Internetless Pages. C'est un registre. Noms, dates, payments. Kate Diable. Miss Marple se leva et regarda doucement de plus près. L'écriture était nette, presque légale. Une liste de transactions, chacune datée et référencée par des initiales. Elle vit une entrée datant de près de 8 ans, WC 300 livres sterling arrangés. Une autre mentionnait simplement RF 500 livres sterling affaire Burton. Je crois, dit-elle doucement, qu'il s'agit peut-être d'un acte de chantage. Le vicaire leva les yeux, le visage pâle. Sûrement pas. J'en ai bien peur. Et si je devais hasarder une supposition, je dirais que ce registre appartenait à l'homme retrouvé mort. Le révérend Dobb referma le livre rapidement, comme s'il risquait de se brûler les mains. Reconnaissez-vous l'une de ces initiales? Demanda Miss Marple Dowsmet. Il hésitait. Eh bien, certaines pourraient être des noms de villages. Mais il y en a beaucoup que je ne connais pas. Ce WC. Peut-être, mais je n'ose pas le dire. Prudemment prudente, elle hocha la tête. Mais vous ne devez ni le détruire, ni le cacher. Montrez-le à l'inspecteur. La vérité éclatera, comme toujours. Sur ces mots, elle quitta le presbytère et rentra chez elle, l'esprit remonté comme une horloge. Plus tard dans la journée, la nouvelle se répandit que le colis avait bel et bien été récupéré par la police. L'inspecteur Grave revint au village, d'humeur nettement moins sereine, demandant un deuxième entretien avec Madame Carroway. Cette fois, elle ne nia pas connaître l'homme. Elle admit d'une voix tendue qu'il avait été son fiancé, un certain Colin Barrow. Il l'avait quitté subitement après un incident à Londres, et elle avait épousé M. Carroway peu après. Elle affirme ne pas avoir revu Barrow avant la fête. Selon elle, il l'avait abordé brièvement près de la tente des compositions florales, avait seulement prononcé les mots « il faut qu'on parle » et avait disparu avant qu'elle puisse répondre. Elle ne rappela pas la rencontre, dit-elle, car elle n'avait rien à lui dire et avait honte d'admettre sa réapparition. C'était plausible, mais Miss Marple sentit que l'inspecteur n'en croyait pas un mot. Les soupçons, cependant, commencèrent à s'élargir à nouveau lorsqu'un autre événement inattendu se produisit. Ce soir-là, l'agent Rowntree, voulant faire quelque chose d'utile, était retourné derrière la salle paroissiale et était tombé sur un étui à cigarette coincé derrière le bac à compost. Il était en argent, gravé des initiales GR. L'inspecteur Grave ne perd pas de temps. Il rend visite à Gordon Raskin le lendemain matin. M. Raskin admit fumer et même posséder un étui en argent, mais insista sur le fait qu'il n'était jamais allé derrière la salle paroissiale. Il suggéra avec un sourire crispé que quelqu'un avait dû lui voler l'étui et le laisser tomber là pour l'impliquer. Miss Marple apprit cet interrogatoire par Molly Withers, devenue une sorte d'agent de liaison officieux du village, passant d'une maison à l'autre avec de petites nouvelles que chacun semblait ravi de recevoir. Alors maintenant, ils ont les yeux rivés sur M. Raskin, dit Molly, essoufflée par la montée de la colline. Vous ne le pensez pas, n'est-ce pas? Mais l'inspecteur dit qu'il esquive des questions. Et le boîtier des cigarettes? Eh bien, ce n'est pas facile à expliquer, n'est-ce pas? Non, Miss Marple a accepté de manière réfléchie. Pas à moins que ce ne soit censé être trouvé. Molly cligna des yeux. Vous voulez dire planter? Miss Marple sourit poliment, sans répondre directement. Dans le calme de son salon ce soir-là, elle a ouvert son carnet une fois de plus et a ajouté 2 entrées. Found Ledger a livré de manière anonyme contenant des records de chantage apparents. Article a trouvé un boîtier de cigarettes GR derrière le bac de compost. Peut-être planté. Elle s'arrêta, puis souligna une phrase. L'homme n'était pas seulement une victime. C'était une menace pour quelqu'un. Une menace très précise. Et les menaces, Miss Marple le savait, déclenchent souvent la panique. La panique a entraîné des erreurs. Et les erreurs ont laissé des traces dans la corde de colis, dans les entrées du grand livre, et dans qui se précipita pour supprimer les preuves.
Quelqu'un à Crowthorne Chase avait beaucoup voulu que Colin Barrow ait fait taire. Et maintenant, ce n'était qu'une question de temps avant de révéler pourquoi. Le grand livre est devenu le centre de l'enquête de l'inspecteur Grave. Bien qu'il ait refusé de confirmer publiquement son contenu exact, le mot s'est propagé rapidement à travers Crowthorne Chase qu'il a détaillé une liste de paiements privés du genre qui n'apparaissait pas dans les registres ordinaires. Les initiales, les références codées, la netteté du script ont toutes prêté un air sinistre au volume en cuir ordinaire. Le village était en effervescence. Mercredi matin, à peine une âme restait qui n'avait pas spéculé si leur propre nom pouvait apparaître dans ces pages. Certains se sont paniqués tranquillement, d'autres plus extérieurs, et quelques-uns ont pris le verrouillage de leur porte la nuit, pas quelque chose généralement fait dans le village, à moins que les prévisions ne menacent des vents forts. Mademoiselle Marple a observé tout cela avec son détachement composé habituel. Alors que d'autres chuchotaient, elle écouta. Alors que certains ont fui les projecteurs, d'autres y sont entrés. La vraie nature de la culpabilité, elle avait souvent réfléchi, non seulement en action, mais en réaction. C'est ainsi que les gens ont géré l'exposition ou la menace qui a révélé le personnage en dessous. Jeudi, une chose curieuse s'est produite. Monsieur Raskin a disparu. Pas dramatiquement, pas même avec suspicion, du moins pas à la plupart des yeux. Mais il était sans aucun doute parti. Ses logements à l'ancienne école ont été retrouvés vides ce matin-là par Madame Crumble, la propriétaire, qui était allée livrer un plateau de pain grillé et de thé, seulement pour trouver la porte entr'ouverte et le lisson léger. Aucun bagage manquant, aucun signe de violence. Juste un verre de sherry à moitié fouetté et un cendrier rempli de fesses de cigarettes fraîches. Slipé dans la nuit, je parierais, a dit Madame Crumble à quiconque écoute. Comme un fantôme. Je n'ai même pas pris son chapeau. L'inspecteur Grave était moins enclin à le voir comme l'acte d'un homme nerveux avec une conscience coupable. Il l'a appelé en fuite et a redoublé ses efforts pour retracer les liens de Raskin avec la victime. Le boîtier de cigarettes, les remarques étranges à la bibliothèque, la manière solitaire, tout commençait à peindre un tableau. Et l'inspecteur était un homme qui aimait les photos pour être bien rangé. Mais Mademoiselle Marple n'était pas si convaincue. Les gens ont fui pour de nombreuses raisons et n'ont pas tous fait remarquer leur culpabilité. La peur, la honte, même une réticence à s'emmêler davantage dans quelque chose de dangereux. Étage M. Raskin, malgré toutes ces bizarreries, l'avait davantage frappé en tant comme dépassé qu'une intention de tromperie. C'est un autre emmotièrement qui avait attiré son attention maintenant, M. Roger Fielding. Roger était un veuf, bien lié, génial et profondément impliqué dans le conseil du village. Il avait coordonné les finances de la fête, supervisé la tombola et avait ses doigts dans presque toutes les tartes que Crowthorne Chase avait à offrir. Au cours des 2 derniers jours, il était devenu inhabituellement silencieux. Sa présence autrefois bruyante et affable était devenue modérée, presque vigilante. Mademoiselle Marple avait déjà vu ce modèle. Les hommes qui ont grandi trop essayaient souvent de calculer quel mouvement ne les ferait pas prendre. Elle a tenu à passer par son chalet cet après-midi. Il était dans le jardin avant de couper une et qui avait à peine besoin de tailler. « Miss Marple », il a appelé, rassemblant un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Belle journée, n'est-ce pas? Dommage de tout le désagrément, mais je suppose que chaque village a son drame. » C'est le cas, a-t-elle accepté, bien que tous n'incluent pas le meurtre. Il gloussa mal à l'aise. Toujours pas de mots sur l'identité de l'homme. Au-delà du nom, je veux dire. Oh, il y a eu un mot, dit-elle doucement. Il était un chanteur, semble-t-il. Les 6 aimants de Fielding ont arrêté le navire du navire. Oh, il a dit après une pause. Eh bien, cela explique quelque chose, je suppose. Entreprise désagréable, ça. Oui. Et intelligent aussi. Il a gardé des notes. Dates, Payments, Initials. Remarquablement organisé. Fielding se tourna vers ça, et avec une concentration forcée. Eh bien, j'espère qu'aucun de nos voisins n'était assez stupide pour se faire prendre dans son web. Les gens de ce village peuvent faire confiance.
Ou secret? A ajouté Miss Marple doucement. On ne connaît jamais vraiment un voisin. Même après des années. Il n'a fait aucune réponse. Ce soir-là, alors qu'elle a ajouté des notes à sa liste croissante, Miss Marple a rappelé un autre détail, une presque perdue dans le bruit de la fête. Le livre de Tombola. Elle se souvenait avoir vu Roger Fielding le reprendre sous son bras juste après que le vainqueur avait été appelé. Il s'agissait d'un grand livre à couvert brun, presque identique à celui maintenant en garde à vue. Et pourtant, lorsqu'on lui a demandé, Fielding avait prétendu l'avoir laissé au presbytère. Une autre divergence. Un autre moment de panique. Le lendemain a apporté une autre tournure. Madame Carroway, hagard mais composée, a demandé à parler avec Mademoiselle Marple en privé. Ils se sont rencontrés dans le salon au numéro 7 au Sornland, où les meubles n'avaient pas changé depuis 1964 et où l'odeur du vernis lavande s'accrochait à chaque surface. « Je sais que vous ne croyez pas que je suis innocent », a commencé Winifred, la voix basse mais inébranlable. « Oui. » Marple n'a rien dit. « Il connaissait Collingville. Il y a des années. Et oui, j'ai terminé l'engagement non pas parce qu'il est parti, mais parce que j'ai découvert ce qu'il était. Il était déjà impliqué dans des affaires laides. Chantage, même alors. J'étais jeune, mais pas aveugle. Tu as dit à l'inspecteur qu'il l'avait quitté, dit doucement Miss Marple. J'ai menti, admit Winifred. Je ne voulais pas que le village le sache. C'est un orgueil insensé, je suppose. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec sa mort. Et le colis? Elle cligna des yeux. Je l'ai vu à la fête. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai supposé que c'était un don de quelqu'un d'autre. Miss Marple la croyait. La honte de cette femme était réelle. Mais la honte seule ne disculpe pas. Et Roger Fielding? Demanda Miss Marple Dowsmith. Connaissait-il Colin Barrow? Winifred hésita. Puis, elle hocha la tête. Ils se connaissaient, il y a longtemps, avant que Roger ne s'installe ici. Je crois que Roger l'a un jour payé. Quelque chose à propos d'une liaison qu'il voulait enterrer. Cela, pensa Miss Marple, pourrait être le genre de mobile qui ne s'estompe pas avec le temps. Plus tard dans la journée, le village bourdonna de nouveau. L'inspecteur s'était rendu chez Fielding et l'avait emmené pour l'interroger. Bien qu'aucune arrestation officielle n'ait eu lieu, le message était clair. Le cercle se resserrait. Mais Miss Marple n'était pas satisfaite. Elle avait déjà vu cela, trop pressée de se concentrer sur un homme, tandis qu'un autre patinait juste hors de portée. Il lui fallait quelque chose de plus, quelque chose d'irrésistible. Ce soir-là, elle retourna sur le terrain de la fête. Torche à la main, elle contourna silencieusement le fond de la salle paroissiale. Les bacs à compost étaient intacts, les mauvaises herbes avaient légèrement repoussé, et une odeur de terre flottait dans l'air immobile. Elle marchait lentement, le regard scrutant les alentours. Puis, juste derrière l'abri de jardin, elle aperçut un morceau de papier déchiré flottant au pied du mur. Elle le ramassa avec précaution. C'était une page de registre, déchirée à la hâte. L'encre maculait, mais restait lisible. On pouvait y lire « RF 200 livres sterling juillet. Dernier avis. Miss Marple reste parfaitement immobile. Quelqu'un avait tenté de détruire ce morceau, mais pas entièrement. Et dans sa hâte, il avait laissé une trace. Roger Fielding avait effectué au moins un paiement. Mais Miss Marple avait besoin de savoir maintenant qu'il n'en avait effectué aucun. Car si les maîtres chanteurs vivent de secrets, ce sont ceux qui ne paient pas, qui ne peuvent ne veulent pas payer, qui sont les plus dangereux lorsqu'ils sont acculés. Et dans l'obscurité silencieuse et parfumée de Croton Chase, Miss Marple savait qu'elles approchaient. Le vendredi matin, la bruine estivale s'était transformée en une pluie douce et régulière, enveloppant le village de brume et atténuant l'agitation habituelle de High Street. Les cheminées projetaient une fumée grise dans l'air humide, et des traces de pas boueuses apparaissaient sur les dalles devant la boulangerie et le bureau de poste, mais les voix se faisaient plus rares entre les portes. La pluie avait adouci les rues, mais pas la tension. À Croton Chase, la tension ne criait pas. Elle se tapissait dans les recoins des salons silencieux, vacillait derrière les rideaux de dentelle tirés et persistait à la fin des phrases inachevées.
Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, observant les gouttes d'eau tracer des sillons sur les vitres, son tricot posé sur ses genoux. Ses pensées n'étaient pas tournées vers le temps. Elles étaient tournées vers un nom, Colin Barrow, et un bout de papier qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. La veille au soir, elle avait donné le morceau de registre déchiré à l'inspecteur Grave, accompagné d'une description précise de l'endroit où elle l'avait trouvé. Elle n'avait pas évoqué ses soupçons quant à l'auteur de l'oubli. Pas encore. Le moment était crucial, elle le savait. Maintenant, avec l'air lourd et l'affaire qui s'épaississait, elle sentait que le moment était peut-être venu. Peu après 10 heures, on frappa à la porte. C'était Molly Withers, essoufflée, son imperméable mouillé de bruine et une écharpe rouge enroulée autour de la tête. « Miss Marple, vous avez entendu? » Miss Marple sourit gentiment. « Entrez, Molly. Enlevez ce manteau mouillé avant d'attraper froid. Voulez-vous du thé ?» Molly entra et hocha rapidement la tête. « Oui, mais bon, c'est Monsieur Raskin. Et lui, il est de retour. Il vient d'arriver ce matin. Il est entré au commissariat comme si de rien n'était. Il a dit qu'il était parti à Londres pour affaires, quoi que cela veuille dire, et il a été choqué, qu'on le croie en fuite. » Miss Marple a servi le thé et a passé une tasse à Molly. Quel théâtral de sa part. « Ce n'est pas tout, » continua Molly, les yeux écarquillés. Il avait quelque chose sur lui. Une lettre. De Colin Barrow. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Une lettre? Molly hocha la tête. Datée de 2 jours avant la fête. Apparemment, elle avait été remise en main propre au logement de Raskin. Il l'avait gardée, ne savait pas quoi en faire. Il a dit que ça le rendait nerveux. C'est pourquoi il est allé à Londres pour décider s'il devait aller voir les autorités. Que disait la lettre? Quelque chose à propos d'un vieux compte entre eux. Que les dettes doivent être payées et que la fête serait l'endroit idéal pour régler les choses discrètement. Mais il jure ne pas avoir rencontré Barrow. Il dit qu'il est resté à l'écart exprès. Miss Marple remuait son thé, l'air indéchiffrable. Et l'inspecteur le croit, je crois. Il semble plus intéressé par Roger Fielding maintenant. Oui, dit Miss Marple doucement. Mais je soupçonne que la vérité ne s'arrête pas là. La réapparition de Raskin était curieuse. La lettre, encore plus. Mais le moment choisi, juste après la découverte de la page déchirée du registre impliquant Fielding, était trop opportun. Comme si quelqu'un voulait que Raskin disparaisse juste le temps que les soupçons se développent ailleurs, pour revenir juste à temps pour brouiller les pistes. Elle savait reconnaître les fausses pistes. Et quelqu'un d'intelligent en avait jeté une nouvelle dans les temps. Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte de rendre un recueil de cantiques qu'elle avait emprunté. Le révérend Dobb l'accueillit avec sa chaleur habituelle, légèrement distraite, et la conduisit au salon, où le feu avait été allumé pour lutter contre l'humidité. Tandis qu'ils étaient assis, elle demanda doucement. « Avez-vous pensé à autre chose au sujet du registre? Révérend, aux initiales, il paraît mal à l'aise. Certaines, oui. D'autres, j'ai prié pour ne pas les reconnaître. C'est plutôt affreux, Jane. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi sordide puisse se cacher dans notre petit village. Les choses sordides portent rarement des vêtements ostentatoires, répondit Miss Marple. Elles se cachent sous l'ordinaire. C'est ce qui les rend dangereuses. Il regarda le feu. J'ai cependant remarqué quelque chose de curieux. L'une des initiales, J.W., apparaît plusieurs fois, toujours pour le même montant, toujours avec le même mot à côté de sa valeur. « Êtes-vous » demanda-t-elle, surprise. Je ne me souviens de personne au village portant ces initiales. Ni moi non plus. Ce qui me parut étrange. Miss Marple resta assise, immobile. Elle connaissait les noms et les initiales mieux que quiconque. J.W. n'était pas un nom qu'elle avait entendu associé à un résident actuel, à moins que ce ne soit pas un résident du tout. Son esprit parcourut les vieux registres paroissiaux, les listes du comité des fêtes et les registres des donateurs. Puis, soudain, elle la vit. La petite plaque en laiton près de la porte latérale de la salle paroissiale. Jamson et Whitby, Builders et
1904 Jésus W. Pas une personne. Une entreprise. Révérend, dit-elle lentement, le JW pourrait-il faire référence à une entreprise? Ses yeux s'écarquillèrent. Vous voulez dire une fausse inscription pour masquer le véritable bénéficiaire? Ou une coquille vide, dit mademoiselle Marple à voix basse, utilisée pour blanchir de l'argent. Ou pour faire paraître un paiement légitime. Colin Barreau était méthodique, mais il aurait dû masquer les transactions les plus sensibles. Un silence. Ce qui me fait me demander, continue-elle, qui avait accès à de telles connaissances, qui pouvait avoir travaillé dans la finance ou les affaires juridiques et savoir comment brouiller les pistes. Le révérend Dobb leva lentement les yeux. Roger Fielding était avocat avant de prendre sa retraite, dit-il. Et Colin Barreau aussi, dit mademoiselle Marple. Le lendemain apporte une nouvelle complication, ou, comme Miss Marple le vit, une révélation déguisée. L'inspecteur Grave convoqua une réunion du village à la salle paroissiale, par souci de transparence, prétendit-il. L'assistance fut nombreuse, malgré la bruine qui était revenue avec une persistance sinistre. Debout devant les villageois rassemblés, il s'adressa à eux avec un professionnalisme glacial. L'enquête est en cours. La victime a été confirmée comme étant Colin Barreau, ancien londonien, connu pour son implication dans des affaires d'extorsion. Un registre a été retrouvé, contenant des références à des arrangements financiers avec plusieurs individus, dont certains pourraient résider ici, à Crowthorne Chase. Un murmure. Nous ne portons pas d'accusation pour le moment, poursuivit-il. Mais une personne s'est portée volontaire pour contribuer à notre enquête, M. Fielding. Fielding, assis au deuxième rang, se leva et hocha la tête d'un air sévère. Barreau m'a abordé il y a quelques années, dit-il. Il m'a fait chanter pour une affaire personnelle que je regrette profondément. Je l'ai payé à l'époque, mais je ne l'ai plus jamais revu avant la fête. Et je jure que je ne l'ai pas tué. Quelques têtes se tournèrent. Quelques halètements. Mais surtout, le silence. L'inspecteur Grave reprit la parole. Nous pensons que M. Barreau cherchait à étendre son influence. Il menaçait peut-être plusieurs personnes simultanément. Mademoiselle Marple, assise au dernier rang, observait les visages autour d'elle. La plupart expriment la confusion, certains l'inquiétude. Mais un visage de Molly Withers exprimait autre chose. L'attention, pas la peur, pas la panique, mais quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance. Elle observa Molly attentivement. L'écharpe lui serrait le cou plus fort que d'habitude. La façon dont son regard se tourna vers la porte, l'espace d'un instant. Et Miss Marple, à cet instant, se souvint de quelque chose que Molly avait dit quelques jours plus tôt. À propos de la disparition du colis, de ne pas avoir reconnu celui qui l'avait pris. Et pourtant, elle avait décrit le nain. Un nœud coulant, on l'utilise aussi pour l'emballage postal. Molly, qui avait travaillé brièvement, en été, à la salle de tri du bureau de poste de Marchford. Un détail que mademoiselle Marple avait appris dans un vieux bulletin de la Guilde des femmes. Elle y réfléchit lentement, délibérément. Était-il possible que Molly ait été plus qu'une simple spectatrice bavarde? Aurait-elle connu Barreau auparavant? Aurait-elle été inscrite dans ce registre sous des initiales, non encore concordantes? Miss Marple se doutait qu'elle allait bientôt le découvrir, car les tueurs avaient rarement voix haute. Mais ils réagissent quand on leur montre la bonne chose au bon moment. Et c'est exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. La pluie cessa enfin le samedi matin, laissant le village fraîchement lavé et luisant sous un faible soleil. Des feuilles humides miroitaient aux lisières de la verdure, des flaques reflétaient les nuages à la dérive, et une légère brise agitait les banderoles qui s'accrochaient encore obstinément au portail de l'église depuis la fête. L'orage était passé, mais pas les troubles. Bien qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, Crowthorne Chase ne se sentait plus entièrement en sécurité. Les villageois se saluaient avec des sourires forcés et des regards méfiants, comme s'ils se demandaient quel ami ou voisin allait être le prochain à être révélé dans le réseau emmêlé laissé par la mort de Colin Barreau. Miss Marple, comme toujours, gardait son calme.
Elle avait passé les premières heures de la matinée à relire ses notes, retraçant mentalement les chemins empruntés par chacun pendant et après la fête. Elle revint aux faits connus. L'identité de Baron, le registre de chantage, le colis non réclamé, la disparition simulée de Gordon Raskin, et maintenant la réaction curieuse de la jeune Molly Withers lors du discours public de l'inspecteur. Ce n'était pas seulement la tension sur le visage de Molly, ni la façon dont sa main serrait son écharpe. C'était son regard instinctif vers la sortie, un regard réflexif qui trahissait quelqu'un qui craignait plus que le scandale, quelqu'un qui craignait d'être découvert. Miss Marple avait déjà vu cela dans d'autres villages et dans d'autres affaires. Elle appelait cela le tic avant la déchirure, ce signe ultime, presque imperceptible, avant que le calme d'une personne ne s'effondre. En milieu de matinée, elle avait un plan. Elle invita Molly à prendre le thé. Ce n'était pas une demande étrange. Miss Marple était connue pour ses invitations, surtout lorsque le village était sous pression. Et Molly, impatiente de se sentir à nouveau incluse et peut-être un peu soulagée d'être remarquée pour autre chose que des ragots, accepta sans hésitation. La table à thé était dressée, comme toujours, avec une nappe propre, sa plus belle porcelaine et une sélection de gâteaux qu'on ne voyait que pour les grandes occasions. Il y avait des biscuits au gingembre, des tranches d'amandes et un batambert coupé avec soin et précision. Molly arrive à 3h30 précises. Son écharpe avait été remplacée par un cardigan jaune pâle et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son regard, cependant, portait une trace d'inquiétude. « Miss Marple, dit-elle en entrant, merci pour l'invitation. Je dois dire que je n'ai pas bu une vraie tasse de thé depuis la fête. Les choses se sont bien passées, tendues. Oui, c'est vrai, dit Miss Marple aimablement. Asseyez-vous, ma chère. Le batambert est particulièrement bon aujourd'hui. Molly s'assit et accepta une part, esquissant un petit sourire en versant du lait dans sa tasse. Miss Marple se laissa aller à quelques plaisanteries. Le temps, l'état des haies, les nouveaux cantiques à l'église. Puis, après une pause délicate, elle parla doucement mais distinctement. « J'ai pensé au colis, Molly. » Molly leva vivement les yeux, manquant de renverser son thé. « Hein? Oui, celui qui avait été pris sur la table des dons pendant la fête. Vous avez dit ne pas avoir vu qu'il avait déplacé, mais je me suis demandé depuis si vous ne vous souveniez pas plus que vous ne le pensiez. » Molly secoua la tête trop vite. « Non, vraiment pas. Je me suis éloigné un instant, c'est tout. Et pourtant, poursuit Miss Marple, vous avez décrit la ficelle avec tant de précision. Un nœud coulant, n'est-ce pas? Le genre utilisé par les postiers. Je suppose, dit Molly en s'agitant sur sa chaise. Ce n'était qu'une supposition. Très précis. Peu de gens à Crowthorne-Chase connaissent ce style de nouage particulier. Sauf, bien sûr, quelqu'un qui a travaillé dans un centre de tri. Comme vous. Le visage de Molly S.E. Figia. J'ai lu ça par hasard dans le vieux bulletin de la Guilde des femmes, dit doucement Miss Marple. Vous étiez mentionné dans un petit article pour vous féliciter d'être la première fille du bureau de Marchford à gérer sa propre tournée. Un véritable exploit. Je n'y suis resté qu'un été, dit Molly doucement. Il y a des années. Oui, mais les habitudes que l'on prend, même pendant de courtes périodes, peuvent nous accompagner toute une vie. Miss Marple prit une autre gorgée de thé et laissa le silence s'installer juste assez avant de poursuivre. Colin Barrow connaissait quelqu'un dans ce village. Quelqu'un qui avait travaillé à la poste. Quelqu'un qui avait accès à des informations. Nom, adresse, déplacement. Assez pour commencer à recueillir des secrets. Assez pour se construire une vie dans l'ombre des autres. La voix de Molly, lorsqu'elle se fit entendre, était rauque. Vous pensez que je l'aidais? Je pense, dit Miss Marple avec un sourire des plus doux, que l'on se servait de vous. D'abord, Molly ne répondit pas, mais ses mains se tordirent sur ses genoux. J'imagine qu'il vous a abordé après votre passage au centre de tri. Il a flatté votre intelligence, vous a peut-être proposé de l'argent ou de la compréhension. Je ne sais pas exactement comment tout a commencé, mais je soupçonne que lorsque vous avez compris dans quoi vous étiez impliqué, il était trop tard. Il y a eu un long silence. Puis, très doucement,
Molly a murmuré. Il a dit que ce n'était pas vraiment du chantage. Juste un moyen de pression. Il appelait ça équilibrer la balance. Miss Marple n'a rien dit. Je l'ai aidé une fois. Juste une fois. J'ai transmis une adresse à un ancien compte de quelqu'un à Marchford. Je n'ai su ce qu'il en a fait que plus tard. Puis il m'a menacé aussi. Il a dit qu'il dirait aux gens que je l'avais aidé, qu'il ferait croire que je volais du courrier. J'ai paniqué. Et donc, a dit Miss Marple doucement, vous avez retiré le colis de la fête. Molly a lentement hoché la tête. Je pensais qu'il contenait quelque chose qui pourrait me mener jusqu'à moi. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste caché. Puis l'homme est mort, et tout a dégénéré. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple. Je le jure. J'avais peur. C'est tout. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et tapota. Je te crois, Molly. Mais maintenant, tu dois faire le plus dur et le dire à l'inspecteur. Si tu gardes le silence, d'autres pourraient en souffrir. Les yeux de Molly se remplirent de larmes. Elle hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois, comme si le poids s'était déplacé en elle. Après son départ, Miss Marple retourna à sa place près de la fenêtre, la lumière dorée de la fin d'après-midi réchauffant les rideaux de dentelle. Elle n'éprouva aucun triomphe, seulement un soulagement discret. Il n'y avait pas eu d'aveu de meurtre, mais un nœud s'était dénoué. Un fil s'était démêlé, révélant la véritable trame sous-jacente. Une seule question subsistait désormais. Qui avait tué Colin Barrow? Car si Molly disait la vérité et que Miss Marple la croyait, alors l'auteur du coup fatal était toujours en liberté, toujours à l'affût, peut-être même tout près, écoutant la conversation qu'il venait d'avoir. Ce soir-là, elle écrit 2 dernières entrées dans son carnet, complice de Molly sous la contrainte. Motivée par la peur. Retirer le colis pour se protéger. Too improbable. Le véritable tueur n'a rien payé. Il a refusé de se laisser faire chanter. Puis elle a souligné la phrase suivante 2 fois, et la dernière menace de Barrow s'est retournée contre lui. Sa cible a frappé la première. La liste des suspects s'était réduite. Les indices, la page de registre déchirée, l'étui à cigarette disparu, la substitution astucieuse d'un colis par un autre n'indique pas un désespéré, mais quelqu'un qui avait planifié. Quelqu'un de calme. Quelqu'un d'observateur. Quelqu'un qui comprenait que les secrets les plus dangereux étaient ceux qu'on ne mettait pas par écrit. Miss Marple ferma son carnet. Demain, elle tendrait le piège final. Et si elle avait raison, comme d'habitude, le tueur y tomberait droit. Le dimanche matin, à Croton Chase, l'aube était claire et nette. La forte pluie des jours précédents avait laissé place à une brise fraîche et à un ciel couleur de lin crayeux. Le soleil dansait sur les toits d'ardoise et éclairait les gouttes de rosée accrochées aux haies et aux lampadaires. La journée aurait pu paraître paisible à n'importe quel étranger, ignorant le malaise qui avait silencieusement saisi le village. Mais pour Miss Marple, c'était leur précédant la résolution, un moment qu'elle connaissait bien. L'air semblait toujours plus léger, le monde habituellement alerte. La vérité avait presque fait surface, et le village, dans ses bonnes manières, commençait à la ressentir. Après le petit déjeuner, elle s'habille avec soin. Une jupe grise douce, un chemisier blanc repassé orné d'une broche en forme de violette et son plus beau cardigan en laine bleu poudré, finement brodé au poignet. Elle ne cherchait pas à paraître trop formelle, mais elle avait appris qu'être au mieux de sa forme pouvait être désarmant. Elle ajouta un chapeau et des gants, non par nécessité, mais par habitude. Certains uniformes sont plus discrets que d'autres. À 9h10, elle sortit dans l'aube et se dirigea vers la salle paroissiale. La réunion hebdomadaire du comité post-fête avait été reportée au dimanche pour permettre à l'inspecteur Grave d'être présent et de faire le point sur l'enquête en cours. Telle était, du moins, l'explication publique. En privé, Miss Marple avait suggéré cette réunion. Et elle s'était assurée de la présence de certaines personnes. Les membres du comité étaient déjà réunis à son arrivée. Une petite table avait été dressée dans un coin, avec des biscuits et du thé léger. Le vicaire, le révérend Dobb, se tenait près du pupitre,
avec son air habituel de douce confusion. Madame Carroway, toujours pâle mais posée, était assise, raide, près de la fenêtre. Roger Fielding s'appuyait contre le radiateur, les bras croisés, le regard vacillant entre les visages. Molly Withers était là aussi, le regard cerné mais résolu. L'inspecteur Grave arrive le dernier, carnet à la main, l'expression indéchiffrable. « Merci à tous d'être venus », dit-il en s'éclaircissant la gorge. Comme vous le savez, l'enquête sur la mort de M. Colin Barrow se poursuit. Nous collaborons actuellement avec les autorités londoniennes pour retrouver ses complices et reconstituer les événements qui ont conduit à sa mort. Mais je tiens à souligner qu'aucune inculpation n'a encore été retenue. Nous cherchons encore à déterminer le mobile et l'occasion. Un murmure parcourt la salle. Miss Marple resta assise en silence, les mains jointes sur les genoux. L'inspecteur Grave la regarda. Elle lui adressa un léger hochement de tête. « Il y a un point que je voudrais clarifier, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Il s'agit d'un second colis. » Le silence se fit dans la salle. « Nous avons discuté du colis qui avait disparu de la fête, » poursuit-elle, mais pas du second livré au stand du marché le lendemain, enveloppé dans du papier et de la ficelle similaire. Ce colis contenait un registre très particulier. Roger Fielding s'agita légèrement. Miss Marple tourna les yeux vers lui. « Ce qui me paraît étrange, » poursuit-il, « ce n'est pas le registre lui-même, mais comment il a pu être livré anonymement. Et pourquoi? Personne ne dit mot. » Miss Marple sourit faiblement. « Voyez-vous, je crois que ce registre n'était pas du tout celui de Barrow. Je crois qu'il a été fabriqué après sa mort. Conçu pour imiter son écriture, semé de vérités et de demi-vérités, et d'un ou deux noms qui n'ont jamais fait partie de ses affaires. » L'inspecteur Grave haussa un sourcil. « Que suggérez-vous, Miss Marple? »« Je suggère, dit-elle, que quelqu'un ait utilisé ce registre pour détourner l'attention. Quelqu'un l'a placé pour piéger quelqu'un d'autre. Peut-être pour jeter le doute sur M. Raskin, ou pour attirer l'attention sur les paiements de M. Fielding, mais pas sur les leurs. » Le visage de Fielding se figea. Miss Marple se tourna légèrement sur son siège. « Voyez-vous, Colin Barrow gardait son vrai registre sur lui. La police l'a trouvé dans la poche intérieure de son manteau, légèrement endommagé par la pluie, mais intact. Et il racontait une histoire bien différente. Des halètements résonnèrent faiblement. Les initiales R, F étaient bel et bien apparues, dit-elle. Mais une seule fois, il y a de nombreuses années. Pas récemment. Et les entrées JW. Elles n'étaient liées à aucun résident. L'inspecteur Grave a depuis confirmé qu'il s'agissait d'un compte professionnel inactif que Barrow utilisait comme leur. Elle regarda à travers la pièce, ses yeux se posant sur une seule personne. « Molly Withers, dit-elle doucement, vous avez livré ce deuxième colis. N'est-ce pas ?» Molly cligna des yeux, son visage pâlissant. Miss Marple continua, toujours aimable. « Tu avais peur. Tu pensais que si la police voyait un registre pointant vers quelqu'un d'autre, tu pourrais faire disparaître ta part. Mais la peur est une piètre faussaire, Molly. Et l'écriture, falsifiée à la va-vite, ne correspond jamais tout à fait. » Molly baissa les yeux, les mains tremblantes. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle. « Je le jure. Je voulais seulement que la vérité se détourne de moi. Il a dit qu'il me ruinerait, Miss Marple. Il a dit que j'irais en prison. » Le révérend Dobb émit un léger murmure de compassion. L'inspecteur Grave s'avança. « Vous devrez faire une déposition complète, » dit-il. Molly hocha la tête, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Mais Miss Marple n'en avait pas fini. « Il reste l'affaire du meurtre, » dit-elle. Molly a peut-être menti, et le faux registre a peut-être induit en erreur. Mais Colin Barrow est mort parce que quelqu'un l'a frappé à l'arrière de la tête avec un objet contondant. Et ce geste n'était pas de la panique. C'était intentionnel. Le silence qui suivit fut total. Miss Marple regarda vers la fenêtre, où le soleil matinal reflétait le reflet d'une canne à bout de laiton appuyée contre le cadre. « Puis-je » demanda-t-elle en s'approchant lentement. Elle prit la canne et la retourna dans ses mains. Une belle canne.
lestée au bout, utile pour marcher, ou, si on la brandissait avec force, pour toute autre chose. Elle se tourna et regarda Roger Fielding. « Tu étais en colère, n'est-ce pas » dit-elle doucement. Il était revenu, après toutes ces années, après avoir pris ton argent, menacé ta réputation et disparu. Et puis il était revenu, insolent comme du bronze, pour en exiger davantage. Fielding ne dit rien. Tu n'avais pas l'intention de le tuer. Mais tu avais la canne. Tu as argumenté. Et lorsqu'il se retourna, lorsqu'il te menaça de nouveau, lorsqu'il te révéla ce qu'il comptait révéler, tu agis. Pourtant, Fielding resta silencieux. Puis, très doucement, il dit, « Ce n'était pas comme ça. » Personne ne parla. Il soupira et s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. « Je croyais que c'était fini. Il y a des années, je l'ai payé et je suis parti. Puis je l'ai vu à la fête, debout là comme s'il était à sa place. Il m'a regardé comme si j'étais encore sous sa coupe. Et j'ai craqué. Je l'ai suivi derrière la salle paroissiale. Il a ri. Il a dit qu'il avait encore mes lettres. Qu'il pouvait les vendre maintenant, obtenir un meilleur prix. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste frappé. L'inspecteur Grave s'est avancé. « M. Fielding. » Il a levé la main. « Je viendrai discrètement, a-t-il dit. Je suis fatigué. » Miss Marple le regarda, non sans tristesse. « Le meurtre, dit-elle, se présente rarement déguisé en monstre. Le plus souvent, il ressemble à un homme effrayé qui croit n'avoir d'autre choix. » Tandis que Fielding était escorté, la salle des fêtes se vida lentement, les chaises éparpillées et le thé refroidissant. Molly s'assit à côté de Miss Marple, les mains jointes. « Merci, » murmura-t-elle. Miss Marple secoua la tête. « La vérité est le seul merci nécessaire, » dit-elle. Et parfois, elle met beaucoup de temps à arriver. Dehors, le soleil s'était levé, baignant Crowthorne Chase d'un or chaud. La tempête est enfin passée. Mais son souvenir, comme les secrets qu'elle avait révélés, persiste longtemps. Ce fut le mardi suivant que le calme, hésitant comme un rouge-gorge sur la branche d'un arbre naissant, revint à Crowthorne Chase. Le soleil s'était installé avec plus d'assurance, asséchant les dernières flaques et faisant pousser des crocus aux abords de la verdure. L'air, bien que vif, s'était débarrassé de la lourdeur de la tempête et du scandale, laissant derrière lui un silence de paix incertain. Roger Fielding avait été emmené discrètement, sans spectacle. Il ne protesta pas. Il n'y eut ni ultime dénégation ni cri d'innocence, juste une acceptation lasse, comme si le fardeau qu'il avait porté si longtemps était enfin devenu trop lourd à cacher. Les villageois, dont beaucoup l'avaient connu et apprécié, parlèrent de l'événement à voix basse, respectueux à leur manière, tout en retournant leur attention à leurs habitudes. L'Église célébra une petite cérémonie ce mercredi-là, non pas en mémoire de Colin Baran, car il restait peu de sentiments pour cet homme qui avait fait profession de la misère des autres, mais en guise de conclusion. Le révérend Dobb lut les psaumes avec une douce conviction, et l'orgue joua plus doucement que d'habitude, comme si même les notes veillaient à ne pas trop agiter l'air. Miss Marple n'assista pas à la cérémonie. Elle resta chez elle, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre du salon, la lumière matinale éclairant l'accoudoir où ses aiguilles à tricoter reposent pour une fois. Ses yeux étaient rivés sur la place du village, où Molly Withers marchait, un panier au bras, d'un pas plus lent, plus pensif. La jeune fille avait changé, non pas visiblement, non extérieurement, mais quelque chose en elle s'était apaisé, comme si elle avait quitté un fil qu'elle avait foulé depuis bien trop longtemps. Miss Marple en fut heureuse. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle se leva et ouvrit pour trouver l'inspecteur Grave debout sur le perron, chapeau à la main. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un léger sourire. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr, inspecteur. Asseyez-vous. Le thé est encore chaud. » Il entra, s'essuya poliment les pieds sur le paillasson et accepta la tasse qu'elle lui tendit. « Je me suis dit que je devrais vous remercier, » dit-il, officiellement et personnellement. Vos observations ont été déterminantes. Mademoiselle Marple fait un geste dédaigneux de la main. « Oh, j'ai juste remarqué des choses,
inspecteur. Les gens racontent tellement eux-mêmes, si on écoute assez attentivement. Il sourit à ces mots, puis but une gorgée de thé. Pourtant, votre timing était impeccable. Je n'étais pas entièrement convaincu par Fielding. Mais la canne et son silence quand on en a parlé, vous aviez raison. C'est là qu'il s'est trahi. Mademoiselle Marple hocha la tête pensivement. La culpabilité est une chose silencieuse, inspecteur. Elle se cache, attend et n'émerge que lorsqu'elle pense pouvoir survivre à la lumière. Mais tôt ou tard, elle trébuche toujours. Il reposa doucement la tasse. Molly Withers a fait sa déposition complète ce matin, ajouta-t-il. Nous ne les accusons de rien. Son implication fut limitée et sa coopération nous aida à régler les derniers détails. Elle est pleine de remords. Elle n'a jamais été une criminelle, dit Miss Marple. Juste effrayée. Et la solitude peut donner l'impression que les mauvaises personnes sont réconfortantes. L'inspecteur la regarda avec une admiration discrète. Vous êtes vraiment exceptionnelle, Miss Marple. Elle sourit. Pas vraiment. Just vieille. Et en vieillissant, on a tendance à voir les mêmes schémas se répéter. Le cœur humain, je le crains, n'est pas très original. Ils discutèrent encore un moment, principalement des affaires du village, jusqu'à ce qu'il se lève et lui souhaite le bonjour, inclinant son chapeau à la porte avec un dernier mot de gratitude. De nouveau seule, Miss Marple s'assit de nouveau à sa fenêtre. Dehors, le monde continuait. Les enfants couraient sur la place, leur rire léger et aigu. Madame Carroway, marchant maintenant avec sa sœur, passa la tête basse mais d'un pas plus soutenu. Même Gordon Raskin avait repris ses habitudes, assis de nouveau à la fenêtre de la bibliothèque, lisant cette fois un almanach de jardinage plutôt que les nécrologies. Le village, tel un champ après la moisson, se replie. Tranquillement, prudemment. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple reçoit une enveloppe, remise en main propre. L'écriture était soignée, un peu raide, mais indéniablement jeune. À l'intérieur se trouvait un court mot. « Chère Miss Marple, merci de m'avoir donné l'occasion de remettre les choses en ordre. J'ignore ce qui m'attend, mais j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à plier les brochures de la guilde, j'en serais honoré. » Chaleureusement, Molly Miss Marple plia lentement le mot et le déposa dans la petite boîte en bois où elle conservait les souvenirs. Elle s'autorisa un léger soupir. Toutes les fins n'étaient pas satisfaisantes. Colin Barrow avait détruit de nombreuses vies avant de connaître la mort, et aucune arrestation ne pouvait réparer ces dommages. Mais la vérité, au moins, avait éclaté. Et avec la vérité venait l'occasion de guérir, ou, à défaut de guérir, du moins une forme d'acceptation. Alors que le soleil disparaissait sur les toits, Miss Marple se leva et se dirigea vers le petit jardin derrière sa maison. Les rosiers commençaient à éclore et la terre embaumait. Elle s'agenouilla lentement, s'installant avec précaution, et enfonça ses doigts dans la terre. Des graines seraient bientôt plantées. Certaines fleurissent, d'autres non. Mais le travail de cette diligence constante et silencieuse se poursuivrait, tout comme la vérité elle-même. Elle ne s'annonçait pas par de grands gestes. Elle grandissait, lentement, sous un regard attentif. Et avec le temps, elle se manifestait toujours.